Mathieu Bocoté, le journaliste essayiste Jean-Christophe Buisson, est votre invité. Pourquoi l'avez-vous convié ce soir ? Parce que la question de l'Ukraine prend une place légitime et majeure dans l'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, mais il y a d'autres conflits qui ne sont pas si loin, qu'on a tendance à oublier, qui quelquefois s'inscrivent dans la longue histoire et on ne les voit pas sur notre radar médiatique ou politique, et c'est notamment le cas de l'Arménie. Donc Jean-Christophe Buisson, bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de revenir justement sur l'actualité, parce qu'il y en a véritablement une actualité politique et presque militaire arménienne, j'aimerais vous poser une question toute simple. En fait, pourriez-vous retracer, pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien l'histoire de l'Arménie, appelons ça en quelques formules, quelques paragraphes, quelques phrases, la trajectoire de fond du peuple arménien tout au long du XXe siècle? Parce qu'on connaît l'épisode du génocide, mais est-ce qu'on connaît autre chose que ça? Donc, si vous pouviez nous retracer rapidement depuis donc le génocide jusqu'à aujourd'hui, la trajectoire du peuple arménien avant d'arriver à ce qui se passe aujourd'hui. Comme vous aimez le temps long, vous ne m'en voudrez pas de commencer un peu avant le génocide. Vous avez tout à fait raison. Et avant le XXe siècle, parce que c'est un élément très important dans ce qui se passe aujourd'hui. Le peuple arménien, la trace du peuple arménien date de 8 siècles avant Jésus-Christ. Il y a un peuple arménien, il y a des traces de ce peuple qui existe 8 siècles avant Jésus-Christ. L'Arménie est un peuple qui s'est constitué au fil des siècles, qui a eu un royaume au 1er siècle avant Jésus-Christ qui est 10 fois la taille de la République d'Arménie aujourd'hui. Tout à l'heure, vous parliez de ces empires qui s'effondrent, qui disparaissent. Eh bien, l'Arménie a été un immense territoire qui allait de la Cilicie à la mer Caspienne, si vous voulez, qui s'est converti en 300 au christianisme, qui est le premier État souverain à se convertir au christianisme, et qui a résisté par sa taille, par son positionnement topographique, qui s'est retrouvé au carrefour des grands empires, des grandes conquêtes, et qui a résisté pendant des siècles. Et c'est important pour qu'on comprenne la situation aujourd'hui. C'est pour ça que je me permets d'aborder ça. Qui a résisté à des invasions, qui a résisté aux Romains, aux Byzantins, aux Turcs, aux Arabes, aux Mongols, aux Perses, aux Russes. Et à chaque fois, en se rédigeant, mais en gardant cette identité très forte, grâce à deux choses: l'alphabet. Dès le 5e siècle après Jésus-Christ, il possède un alphabet très particulier, et la foi chrétienne. C'est des éléments constitutifs, qu'on soit de droite, de gauche, les Arméniens, ce sont des éléments importants. Au XIXe siècle, l'Arménie est protégée contre les Turcs qui sont devenus très, très, très hostiles, et les Perses à l'Arménie, par les Russes. Catherine II a poussé l'Empire russe jusqu'au Caucase et a, d'une certaine manière, annexé le Nord-Caucase, puis le Sud-Caucase, en protégeant. Pourquoi les Géorgiens et les Arméniens? Parce qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas la même foi, puisque l'Église arménienne est apostolique. Ce sont deux apôtres du Christ qui l'ont christianisé. Donc ce n'est pas une culture orthodoxe, ce n'est pas une Église orthodoxe, c'est une Église apostolique. Mais les Russes les protègent. Et puis, 1917, effondrement de l'Empire russe. 1918, effondrement de l'Empire ottoman. L'Arménie, se constitue indépendante. Ça dure 2 ans, jusqu'au moment où le coup d'État bolchevique, qui a lieu à la fois en Géorgie, en Azerbaïdjan et en Arménie, qui sont les 3 pays du Sud-Caucase, et l'Arménie est intégrée à l'Union soviétique à terme, dans une fédération de Transcaucasie qui regroupe ces 3 États, puis une république autonome. Entre-temps, il y a eu ce dont vous avez parlé, qui est un élément très important, évidemment, c'est le génocide. Le génocide qui a lieu notamment dans la partie turque de l'Arménie, enfin au sein de l'Empire ottoman, autour du lac de Van, qui est le berceau de l'Arménie. Donc beaucoup d'Arméniens fuient ces pogroms, ces massacres, plus d'1 million d'Arméniens qui sont massacrés, puis un certain nombre arrivent en France, comme vous le savez, mais aussi se réfugient dans cette Arménie orientale aujourd'hui. Là aussi, il y a des Azéris qui sont des Turcs, en fait, qui font des massacres contre les Arméniens en 1920, 1919, notamment dans une ville qui s'appelle Chouchi, dont on en parlera sûrement, qui est un enjeu. Mais grâce, si je puis dire, au communisme, on est supposé s'entendre formidablement dans un seul pays qui s'appelle l'Union des républiques socialistes soviétiques. L'Arménie, à l'intérieur de cette URSS, a une république à elle. Sauf que cette république ne regroupe pas tout le territoire arménien qui aurait dû être le sien selon les accords de Paris en 1920. Pourquoi? Parce que Staline a décidé en 1921, très malin, de faire des peaux de léopard dans la région. C'est-à-dire de prendre des endroits peuplés de Géorgiens et de les coller dans l'Arménie, des endroits peuplés d'Azéris et de les coller dans l'Arménie ou l'Azerbaïdjan, mélanger comme ça. Et il y a 2 régions qui sont peuplées d'Arméniens, 95% le Haut-Karabakh, et 50-60% le Nakhitchevan, qui sont donnés à la République d'Azerbaïdjan, alors qu'ils devraient être donnés à la République d'Arménie. Parce que Staline, il veut maintenir cette division ethnique, si je puis dire, entre ces peuples, en sentant que l'élément national pouvait être dangereux pour, s'il y avait une homogénéité ethnique ou nationale, pouvait être dangereux pour l'Union soviétique, pays internationaliste.
Donc l'Arménie est intégrée à l'URSS jusque les années 80 avec des graves exactions contre l'Église apostolique dans les années 20-30 sous Staline. Ça va un petit peu mieux dans les années 50-60. Et puis 1988, délitement de l'Union soviétique. Et là, chacun commence à se regarder. Et les Arméniens disent, du Karabakh, disent maintenant on va pouvoir se rattacher. Le Karabakh, donc, c'est les Arméniens à l'intérieur de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, on va pouvoir se détacher et rejoindre l'Arménie. Et l'Azerbaïdjan refuse cette idée-là. Et il y a des massacres épouvantables en 1988 à Sumgait et à Bakou, des dizaines de milliers d'Arméniens qui sont massacrés parce qu'à cette époque, il y a des Arméniens qui vivent en Azerbaïdjan. Ils sont massacrés parce qu'ils sont solidaires des Arméniens du Karabakh, qui veulent être attachés à l'Arménie mère. Et en 1991, eh bien, la République d'Azerbaïdjan se détache de l'Union soviétique, déclare son indépendance. Grâce à la Constitution soviétique, elle a le droit de le faire. Et la Constitution soviétique prévoit qu'à l'intérieur de ces républiques, il y a des républiques autonomes ou des oblasts qui ont le droit, eux aussi, de se déclarer indépendants. Donc l'Azerbaïdjan se déclare indépendant de l'Union soviétique. Et les Arméniens du Karabakh se déclarent indépendants de l'Azerbaïdjan. Ils disent, on va rejoindre l'Arménie maintenant. Et l'Azerbaïdjan refuse et envoie des troupes. Et c'est le début d'une guerre qui s'arrêtera en 1994 avec une victoire de l'Arménie. Et avec ce Karabakh qui est indépendant, qui n'est pas rattaché à l'Arménie, mais qui est peuplé d'Arméniens à l'intérieur du territoire supposément azerbaïdjanais selon le vœu de Staline. Alors justement, le point de départ donc, de la situation présente, c'est la situation du Karabakh, qui se présente, qui a un autre nom, vous me le rappellerez, l'Artsakh. Donc c'est le nom que se donnent eux-mêmes les Arméniens du Karabakh. Absolument. On regarde la situation, et là, vous l'avez évoqué, c'est depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, la question revient en boucle, mais là, il y a un retour dans l'actualité ces derniers mois, en fait, depuis un peu plus d'un an, si je ne me trompe pas. De quelle manière la question arménienne et du Karabakh, notamment, donc des Arméniens d'Azerbaïdjan, comment cette question revient-elle dans l'actualité? Alors, elle revient simplement parce que l'Azerbaïdjan est dirigé par un dictateur qui s'appelle Aliyev et qui, pour garder son pouvoir, a besoin de flatter le nationalisme turc, puisque les Azéris sont des Turcs, et décide de régler ce problème de Karabakh que l'Occident, en tout cas le groupe de Minsk, puisque à la fin de la guerre de 1994, il a été créé un groupe qui devait faire un traité de paix, régler ce problème du Karabakh, qui est dans le territoire supposément azéri, mais qui s'est déclaré indépendant et qui est peuplé d'Arméniens. Qu'est-ce qu'on fait avec ce territoire? Et donc il y a un groupe de Minsk avec les Français, les Américains, les Russes, qui président ce groupe de Minsk, qui sont supposés assurer la paix à terme. Il ne s'est rien passé pendant 30 ans, sinon un petit conflit en 2016. Et le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan, au moment où tout le monde regarde les élections américaines, au moment où il y a la Covid, au moment où il y a le Brexit, décide, poussé par la Turquie, commandé par la Turquie, d'attaquer l'Artsakh et de récupérer l'Artsakh. Donc de bombarder Stepanakert, qui est une ville, et de faire des choses... Des populations civiles aussi? Oui, de faire des choses qui vont vous rappeler ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire une dictature qui attaque une démocratie, qui utilise des djihadistes, 2 à 3 000 djihadistes qui viennent de Syrie via la Turquie, qui participent à ces exactions, des civils qui sont décapités, qui sont torturés avec des vidéos qui circulent comme on en voit aujourd'hui, l'usage de bombes à sous-munitions, l'usage de bombes au phosphore, toutes choses totalement interdites, et tout ça se passe dans un grand silence, une grande indifférence internationale, diplomatique et quasiment médiatique. Et puis, cette guerre dure 44 jours, les Arméniens perdent cette guerre, perdent énormément du territoire, de l'Artsakh, encore une fois, 3/4 du territoire. Aujourd'hui, l'Artsakh, c'est à peine 3000 km², le département du Rhône, en France, vous voyez, c'est tout petit. Mais ils sont encore là. Et depuis 2020, il y a un traité qui a été signé, un cessez-le-feu, pardon, qui a été signé, qui n'est pas respecté par l'Azerbaïdjan, qui continue à grignoter le territoire, grignoter des villages. Tout ce dont je vous parle, ça se passe entre 1000 et 2000 mètres d'altitude. C'est des petits villages de 50, 150, 200 habitants, à terroriser la population pour inciter les Arméniens qui sont encore en Artsakh, parce qu'il y a quand même eu 100 000 déplacés sur 150 000. Pour vous donner une échelle, c'est comme s'il y avait eu 30 millions d'Ukrainiens qui avaient quitté le pays. Alors on n'en a pas parlé parce que c'est moins spectaculaire, mais en proportion, c'est ça quand même. Et est-ce que les Arméniens vivent cette séquence comme, appelons ça, une suite des persécutions, oui, une suite des génocides? Donc pour eux, il y a une forme de continuité entre ce qu'ils ont vécu au début du XXe siècle et aujourd'hui. Exactement, vous avez totalement raison de poser cette question, c'est le nœud de l'histoire. Eux considèrent que ce qui se passe, c'est la suite du génocide, parce que, comme vous le savez, la Turquie ne reconnaît pas le génocide. La Turquie moderne s'est constituée sur ce génocide de 1915, et pour les Arméniens, il est évident, et d'ailleurs, quand vous voyez Aliyev qui traite les Arméniens, qui dit qu'il faut les chasser comme des chiens, ce langage d'animalisation connu depuis la terreur, lorsque vous voyez les livres d'école qui sont distribués en Azerbaïdjan, qui sont d'un racisme et qui est le même que celui du Troisième Reich vis-à-vis des Juifs, c'est exactement comme ça dont parlent les Azéris sur les Arméniens. L'idée, c'est de les chasser, et de les chasser physiquement,
et de les chasser spirituellement. C'est pour ça que toutes les églises, tous les monastères, tous les cimetières qui sont maintenant en territoire azéri sont détruits, abîmés, effacés. Il y a un cimetière à Djoulfa qui se trouve dans l'Arichevan où il y avait encore 3000 Ratchkar, c'est stèles de pierre, qui ont été toutes éliminées de telle sorte qu'on puisse dire que, mais non, il n'y a jamais eu d'Arméniens puisqu'il n'y a pas de cimetière. Vous nommez quelque chose d'essentiel ici, c'est-à-dire le propre de génocide, ce n'est pas simplement éradiquer une population, ce qui est déjà suffisamment criminel ainsi, mais effacer jusqu'au souvenir de la présence d'un peuple sur cette terre. Et de ce point de vue, on pourrait y voir une volonté donc d'effacer jusqu'au souvenir, jusqu'à la trace des Arméniens en leur terre de toujours. C'est exactement ce qui se passe. On élimine des preuves de l'existence du peuple arménien dans ce territoire qu'il occupe, encore une fois, depuis plus de 3000 ans. Donc c'est ça qui est en train de se passer, sauf que tout ça n'est pas spectaculaire. Lorsqu'il y a eu cette guerre, encore une fois, 100 000 déplacés, ça se remarque. Sauf que les Arméniens, c'est un peuple encore très traditionnel, et très solidaire, et très digne, et très résilient. Donc lorsqu'il y a eu ces 100 000 déplacés, il n'y a pas eu de camp. Il n'y a pas eu de camp déplacé. Tout le monde a été logé. Tous les Arméniens de la République arménie ont accueilli des cousins, des amis, des voisins, des gens qui ne connaissaient pas. Et dans la diaspora arménienne aussi à l'extérieur. La diaspora, bien entendu. Donc il n'y a pas eu d'image. Et quand il n'y a pas d'image, il n'y a pas de conflit. Alors, vous évoquez cette situation. J'aimerais dire, quelle forme prend la résistance arménienne, à la fois dans l'Artsakh et plus largement dans l'État d'Arménie? Quelle forme prend cette résistance? Pour l'instant, elle prend une forme russe. C'est-à-dire qu'après ce conflit, en 2020, il a été installé une force d'interposition de paix russe dans cette région pour protéger les Arméniens d'Artsakh et les Arméniens d'Arménie d'une éventuelle nouvelle attaque des Turcs. Et aujourd'hui, les paysans, moi je suis allé en Artsakh l'année dernière, qui sont en Artsakh, disent si on doit prendre des passeports russes, si on doit parler russe, si on doit accepter les Russes, ça nous va très bien. Si on doit devenir une province russe, ce qui est en train de se profiler, comme la Tchétchénie est une province russe, pourquoi pas? Ça sera moins pire que si ce sont les Turcs qui viennent. Le problème, c'est comme aujourd'hui, l'armée russe a une réputation qui n'est pas tout à fait la même qu'elle a pu avoir il y a quelques années. Donc il y a une fragilisation de cette situation, parce que le seul moyen pour les Artsakhiens d'être protégés aujourd'hui, c'est l'armée russe. Ce sont les seuls. Pourquoi? Quand il y a eu la guerre, le Premier ministre Nicole Pachinian s'est tourné vers l'Occident, a demandé l'aide de l'Occident, a demandé l'aide des Américains, l'aide de l'Europe, l'aide de la France. Elle n'en a pas eu. Donc ils ont dit... Quelle a été la réaction de l'Occident? Indifférence. Jean-Yves Le Drian, ministre, disait qu'il fallait être neutre dans ce conflit. Pourquoi neutre dans ce conflit? Parce que derrière l'Azerbaïdjan, il y a la Turquie. Et la Turquie, c'est des millions de migrants potentiels qui peuvent être déversés sur l'Europe si Erdogan décide d'en faire. La Turquie, c'est des accords commerciaux, c'est du gaz, c'est du pétrole. L'Azerbaïdjan, c'est du gaz, c'est du pétrole. Le problème de l'Arménie, c'est que elle n'a pas de puissance économique, il n'y a pas de ressources, il n'y a pas de ressources minières, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole, il y a un peu d'or à peine. Et idéologiquement, c'est un pays qui croit en Dieu, qui est fier de son identité chrétienne, donc idéologiquement suspecte et économiquement faible. Pourquoi on irait se battre pour des Arméniens? C'est exactement ce qui a traversé l'esprit des diplomaties occidentales et qui continue à être traversé, puisqu'il y a une nouvelle pression depuis quelques semaines sur le territoire de l'Artsakh, qui est de plus en plus terrorisé. C'est à bas bruit, c'est discret, mais ça s'appelle de l'épuration ethnique. Bientôt 20h, passé de 45 minutes, on continue à converser avec vous, juste après le rappel des titres de l'actualité avec Kinson. L'heure est aux préparatifs dans les bureaux de vote à la veille du premier tour. Avec la Covid-19, le protocole sanitaire est relativement souple. Il sera en effet interdit de demander aux électeurs un test virologique ou une preuve de vaccination. Les masques chirurgicaux seront mis à disposition dans tous les bureaux de vote, mais le port du masque n'est pas obligatoire. Plus de 4,4 millions de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'invasion russe. Selon les chiffres du Haut Commissariat aux réfugiés, l'ONU estime à 7,1 millions le nombre de déplacés à l'intérieur du pays. L'Europe n'a pas connu un tel flot de réfugiés depuis la Deuxième Guerre mondiale. L'armée israélienne a mené samedi matin une opération dans le camp palestinien de Jénine, d'où est originaire l'auteur de l'attaque meurtrière jeudi à Tel Aviv, donnant lieu à d'intenses échanges de tirs qui ont fait un mort et de nombreux blessés. Allez, il nous reste 5 minutes tout pile, effectivement, dans Face à Beau Côté. Arthur de Vatrigan. Donc vous avez rappelé que le parallèle entre ce qui se passe en Ukraine et l'Arménie, les exactions qui sont commises et qui, a priori, de ce qu'on entend, relèvent quand même de la Cour pénale internationale.
Et pourtant, tout le monde, en tout cas les principaux pays occidentaux s'en foutent, pour des raisons, ce que vous dites, économiques et purement cyniques. Pourtant, on a une grande communauté arménienne en France, vous l'avez rappelé, plus de 700 000 ou environ. On est en élection présidentielle. Est-ce qu'il y a une mobilisation en France pour ce sujet-là? Est-ce que la France est trop sous la coupe? Alors à l'époque, c'est Angela Merkel, et on connaît l'importance du nombre de Turcs en Allemagne, et que c'est aussi parce qu'on a obéi à Angela Merkel où la France désintéresse complètement du sujet. Et si on s'y intéresse, et si la France s'y intéresse, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Qu'est-ce que l'Europe pourrait faire, sachant qu'aujourd'hui Erdogan devient en plus un interlocuteur privilégié pour négocier avec Poutine, quoi. Alors je pense qu'il faut distinguer deux choses. Il faut distinguer des initiatives individuelles ou collectives, mais en tout cas hors de l'État. Et il y en a eu beaucoup pendant la guerre, depuis la guerre. À la fois des Arméniens, évidemment, qui sont constitués et qui aident leurs familles, ou en tout cas des gens qui sont en Arménie, mais aussi, donc il y a beaucoup de médecins qui sont partis, il y a des projets éducatifs. Aujourd'hui, à Stepanakert, dans la capitale de Artsakh, il y a un centre Paul Éluard, il y a beaucoup d'initiatives, il y a des ONG comme SOS Chrétiens d'Orient, des associations comme l'œuvre d'Orient qui participent à l'entretien, à la culture, à la défense spirituelle, physique, encore une fois, des hôpitaux, des écoles. Donc il y a toutes ces initiatives, soit individuelles, soit collectives. Il y a des communes, il y a des collectivités locales, des mairies qui essayent d'aider. En revanche, l'État, lui, reste, encore une fois, distant pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et puis, avec cette idée que c'est un conflit qui oppose deux communautés, deux ethnies, des Azéris, des Arméniens. Les Arméniens ont ce défaut d'être très assimilés en France, d'être plus français que les Français parfois, d'être 100% français, 100% arméniens, comme disait Charles Aznavour. Donc il ne veut pas donner l'impression de faire du communautarisme. Et c'est à la fois leur qualité et leur défaut. C'est quand vous ne faites pas de communautarisme, vous n'avez pas vos chapitres. Et puis il y a ce soupçon c'est un peuple chrétien. Là-bas, en face, ce sont des musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'islamophobie là-dedans ? Donc il y a toujours ce soupçon qui continue à courir. Donc les Arméniens font beaucoup d'initiatives discrètes, mais ne veulent pas s'organiser pour ne pas donner l'impression, encore une fois, d'être dans une perspective communautariste. Alors, vous l'avez évoqué, l'Arménie, c'est le premier État chrétien dans l'histoire. Est-ce qu'on peut dire, là, je vous poserai la question sur un mode très spéculatif, mais quel est le propre du patrimoine arménien ou de l'empreinte arménienne dans l'héritage occidental? Si on médite à la place de l'Arménie dans notre civilisation, quel rôle lui réserveriez-vous? Écoutez, vous allez à la basilique de Saint-Denis et puis vous avez par exemple Léon VI Lusignan, qui est le dernier roi de Cilicie arménien, qui est enterré, qui est le seul roi étranger, souverain étranger, qui est enterré à la basilique de Saint-Denis. Très vite, dès le Moyen-Âge, des Arméniens sont venus s'installer en Occident. C'est pas que depuis 1915, donc ils se sont totalement intégrés avec cette mémoire chrétienne, mais aussi cette mémoire de résilience, encore une fois. Je pense qu'ils ont irrigué la culture occidentale et la culture française de cette idée que, vous l'avez évoqué en première partie de l'émission, qu'on peut s'effondrer, on peut tomber très bas, mais qu'il faut tenir. Et ils nous ont appris ça, ils continuent à nous apprendre ça. Le génocide de 1915 est quelque chose dont beaucoup de peuples ne se seraient pas relevés. Et aujourd'hui encore, ce qu'ils vivent là-bas, ça relève encore une fois du harcèlement, du menace, de l'inquiétude, encore une fois, d'être à nouveau victime d'une épuration ethnique, voire d'un massacre. Mais ils ne baissent jamais les bras, ils ne s'en vont pas, ils tiennent. Et c'est ça qu'ils nous ont appris. C'est comment, et peut-être que les résistances qu'il y a pu y avoir en 1914-18, en 1940, ça vient aussi de cette idée qu'on peut souffrir des martyrs, on peut être éviscéré, massacré, mais du moment qu'il reste la mémoire de ces événements, il ne sert à rien de cultiver la victimisation. On a vécu, on a souffert. Maintenant, on a vécu, on a souffert. On passe à autre chose, on se reconstruit. C'est ça la leçon. Et je pense que l'Occident a besoin de ce discours anti-décadentiste, si je puis dire, conscient de la décadence. Mais on se reconstruit. La résilience, c'est quelque chose. Je crois qu'il n'y a aucun peuple qui est aussi résilient que le peuple arménien. Et ça, pour nous, c'est une leçon, je crois. Merci beaucoup, Jean-Christophe Buisson, d'avoir été notre invité ce soir dans Face à Boc, côté Arthur de